François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous dites que le Japon constitue aujourd'hui pour les investisseurs en actions une opportunité incroyable. Oui. Alors je veux bien, mais c'est un marché où la Banque centrale intervient d'ores et déjà, le marché actions, elle achète des actions et pourtant c'est le marché qui sous-performe depuis le début de l'année. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un loup que vous n'auriez pas vu ? Oui. Alors déjà, il y a un paradoxe, ce que vous soulignez, puisque la légende urbaine sur les marchés, c'est de dire que les valorisations boursières sont faites par les banques centrales. Si c'était le cas, le marché japonais devrait être le plus cher du monde, puisque la Banque du Japon est la seule banque centrale au monde à acheter des actions. Elle est même aujourd'hui dans les 10 premiers actionnaires de la moitié des sociétés japonaises cotées. Donc vous voyez, on est dans une situation incroyable. Et pourtant, le PER, le rapport cours-bénéfice des sociétés japonaises, aujourd'hui, hors financière, est le plus bas du monde développé. Comment vous expliquez ça? Parce que ça veut dire qu'on a une forte réticence de la part des investisseurs internationaux à venir sur le marché japonais. Alors, première chose, d'abord, effectivement, le marché japonais, qui, vous vous souvenez, représentait une part énorme des indices dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Depuis des décennies, les investisseurs ont appris à se désengager de ce marché très particulier où il y avait très peu de croissance jusque récemment. Donc, effectivement, il y a un désintérêt presque congénital et probablement exagéré en défaveur du marché japonais. Et surtout, récemment, parce que ça ne peut pas expliquer ça, pourquoi si récemment le fameux PER s'est écroulé. Et là, il faut regarder la composition du marché japonais. Et là, on comprend mieux. En fait, le marché japonais est le marché qui a le plus de sociétés industrielles au monde. Et comme nous sommes et on est en crise industrielle mondiale. En récession industrielle. En récession industrielle mondiale. Donc c'est forcément là où on retrouve une logique. Il y a une angoisse terrible, même par exemple des grands exportateurs japonais. Parce qu'on peut dire, oui, non, mais attention, par exemple, la hausse de la TVA arrive au Japon. Ça, c'est vrai, c'est une grande angoisse qui aussi milite contre le marché japonais aujourd'hui. En octobre, il est prévu d'augmenter la TVA, la dernière fois que ça a eu lieu en 2014, ça avait créé une mini-récession après. Donc forcément, ce n'est pas très engageant. Alors premier point quand même, cette hausse de la TVA, d'abord, elle n'est pas certaine, et si elle a lieu, elle sera adoucie par une série de baisses de cotisations sociales et choses comme ça. Donc on va avoir quand même un effet moins fort que la dernière fois. Mais surtout, ça c'est domestique. Mais ça n'explique pas pourquoi les grands exportateurs japonais ont un PER aujourd'hui de 10, le plus bas de l'histoire moderne. Comment c'est possible? Là, il faut reprendre, et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a eu, et ça parfois les Européens ne le perçoivent pas bien, il y a eu l'année dernière, et ça continue, un choc psychologique majeur en Asie. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les problèmes spécifiques industriels, l'automobile, les semi-conducteurs, le ralentissement général. Tout ça a pesé et le ralentissement chinois. Il a tétanisé l'activité. Ça a tétanisé l'activité exportatrice et je dirais la vélocité, si vous voulez, la vitesse de circulation, le commerce intra-asiatique. Il y a eu un vrai gel. Alors, si les choses s'apaisent et elles en prennent le chemin entre les États-Unis et la Chine, ça devrait normalement retentir positivement sur toute l'activité dans le bassin. D'autre part, le plan de relance chinois sonne comme une bonne nouvelle. Exactement. Donc il y a quand même toute une série de nouvelles qui vont dans le bon sens. Plan de relance chinois, alors ce n'est pas un plan de relance, c'est un plan de stabilisation. C'est pour ça que les gens ne se surexcitent pas sur cette question. Le but de la Chine, c'est de stabiliser sa croissance autour de 6, puis de 5,5, puis de 5. Donc c'est quand même une stabilisation avec une tendance au ralentissement. Ce n'est pas de revenir à 10. 3% de son PIB, grosso modo, dans ce plan, la Chine. Oui, mais c'est pour stabiliser. C'est parce qu'en fait, sans ce plan, elle aurait été effectivement en récession. Donc c'est un soutien. Par rapport à l'année dernière, ce n'est pas du tout négligeable, mais ce n'est pas non plus pour faire reboomer la Chine. On n'est pas en 2009. Deuxièmement, il y a aussi l'industrie mondiale qui subit toute une série de transformations. L'automobile est quand même un secteur majeur
au Japon. Et là, il y a toutes les transitions. Alors, le Japon est plutôt bien placé dans ces transitions, mais encore faut-il que les marchés finaux, la Chine, les marchés européens et américains, s'ouvrent du fait des nouvelles réglementations, s'ouvrent aux produits japonais. Et puis, il y a le cycle des machines-outils. Et là aussi, il y a eu un grand ralentissement industriel qui a pesé sur un secteur majeur dans la bourse japonaise. Donc là, mon opinion, c'est que le pire est plus ou moins derrière nous. On a fait quand même 15 mois de ralentissement industriel mondial, 15 mois de tension commerciale majeure. Ça devrait s'apaiser. Pour l'instant, on ne voit pas encore un grand retour d'intérêt. Peut-être faut-il attendre les élections qui arrivent au mois de juillet au Japon et vraiment la certitude que l'accord entre la Chine et les États-Unis est fait et que l'accord entre Trump et le gouvernement japonais, puisqu'il y a des négociations commerciales en cours, soit passé. Donc là, on attend un retour d'intérêt. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché japonais? Très souvent, comme c'est un marché qui est devenu moins liquide avec le temps, eh bien, il se réapprécie en quelques semaines, puis après il s'arrête. Nous, on rate le train assez facilement. Voilà, exactement. Donc il vaut mieux se positionner, et tant pis, il faut être patient, encore une fois, il faut être patient. Et nous, dans le Fonds international Dorval Global Conviction, on a mis vraiment un fort pari sur le Japon avec la patience, en se disant, bon, d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, on devrait voir à un moment qu'on ne connaît pas, une re-rating, une révalorisation du marché japonais. On entend certains experts tels que vous se prononcer également sur le marché japonais et dire en sa faveur, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, qu'il recèle aussi des entreprises qui sont considérablement assainies, parmi les moins endettées au monde, et chez qui la culture du retour à l'actionnaire est en train de se développer. Alors c'est vrai, il ne faut pas exagérer le phénomène, mais c'est vrai qu'il y a un changement qui est là depuis plusieurs années, où il y a une culture de l'actionnaire minoritaire qui revient. Ça, c'est tout à fait juste. Mais ce n'est pas mon plus gros pari. Mon plus gros pari est vraiment cyclique. Retour des échanges commerciaux en Asie, accords commerciaux, retour du cycle industriel sur des valorisations absolument ridicules. Alors, certes, quand on souscrit à votre fonds, on s'expose donc en partie au marché japonais. Mais si on est un investisseur particulier, on peut trouver d'autres moyens de le faire. Est-ce qu'il faut, quoi qu'il en soit, investir dans ce marché en devise locale ou en euros? Alors, ça c'est une question délicate dans la mesure où là, on retrouve le débat sur la hausse de la TVA, l'influence des élections et le fait que, je vous rappelle que le Japon, malgré sa politique monétaire ultra-expansionniste, n'a pas encore, c'est un peu comme en Europe, n'a pas encore retrouvé l'inflation désirée. Donc il y a toujours le soupçon que la Banque du Japon en remette à nouveau une couche pour s'assurer de la trajectoire de l'inflation qui, pour l'instant, est stable et trop basse. Et donc ça crée un risque de baisse du yen. Donc il faut faire un peu attention à ça. Moi, ma recommandation, c'est de favoriser d'abord les exportateurs japonais et de se couvrir à peu près à moitié sur l'euro-yen pour éviter les questions domestiques qui peuvent créer beaucoup de volatilité sur le change. Mais en tout cas, le Japon, c'est un marché aujourd'hui d'opportunités. Absolument. François-Xavier, merci. Merci Vincent.